Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir, chères auditrices, chers auditeurs, de vous retrouver depuis notre studio pour cette nouvelle édition de Cap Gouvernance, l'émission de Radio KPMG dédiée aux enjeux et aux bonnes pratiques de la gouvernance d'entreprise. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 janvier 2024. Au micro, Jean-Jacques Dègre, membre du conseil scientifique de KPMG Avocats, et Pierre-Yves Lenaourès, directeur au sein des activités de conseil de KPMG France. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Pierre-Yves, bonjour à toutes et à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et comme le mois de janvier n'est pas encore achevé, Jean-Jacques, toute l'équipe de Cap Gouvernance et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux. Voilà 8 ans maintenant que la loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est entrée en application, ayant notamment pour objectif de prévenir et de détecter les actes de corruption, en France ou à l'étranger. Elle s'applique aux sociétés ou groupes de sociétés dont la maison mère a son siège social en France et qui ont plus de 500 salariés et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d'euros. Quel est aujourd'hui le bilan de cette loi ? En quoi les grandes entreprises françaises ont-elles progressé ? Quelles sont les pistes d'amélioration ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons répondre, sachant que la loi Sapin II requiert une application des dirigeants au plus haut niveau. Oui Pierre-Yves, et pour s'exprimer sur ce sujet, personne n'est mieux placé que celui qui est le père de la loi. Nous avons donc l'honneur de recevoir à notre micro Michel Sapin, qui était à l'époque ministre de l'Économie et des Finances. Après cet entretien, nous ferons tous les deux, Jean-Jacques, le tour de l'essentiel de l'actualité de la gouvernance. Aujourd'hui, au sommaire de cette actualité, la transposition de la CSRD en droit français et le rehaussement des seuils catégorisant les entreprises, le projet de directive européenne Vigilance, la décision du tribunal judiciaire de Paris concernant le contenu du plan de vigilance mis en place au sein du groupe La Poste, et nous dirons quelques mots en fin de journal sur le rapport de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise. Puis, comme à notre habitude, nous refermerons ce journal avec nos recommandations de lecture. Mais place tout de suite à notre invité pour l'interview. En janvier 1993 était adoptée la loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite loi Sapin, qui visait notamment à apporter plus de transparence aux comptes des partis politiques, à réglementer les prestations de publicité ou encore à réglementer l'activité immobilière. 23 ans plus tard, en novembre 2016, était adoptée la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II. Elle a entre autres obligé les grandes entreprises françaises à mettre en œuvre un dispositif de 8 mesures destinées à prévenir et à détecter les actes de corruption en France comme à l'étranger et a conduit à la création de l'AFA, l'Agence anticorruption française. Et c'est pour faire un bilan de la loi Sapin II, 8 ans après sa promulgation, mais aussi pour évoquer les enjeux actuels de la lutte contre la corruption, que nous vous accueillons avec grand plaisir, Michel Sapin, dans notre studio de Radio KPMG. Nous vous remercions très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation radiophonique. Nous en sommes très honorés. Bonjour Michel Sapin. Bonjour et merci pour votre invitation. Au cours de votre brillante carrière politique, vous avez occupé de multiples portefeuilles ministériels à la justice, à l'économie et aux finances, au travail, puis entre 2014 et 2017 comme ministre des Finances et des Comptes publics du gouvernement de Manuel Valls. Et vous êtes depuis 2019 avocat au barreau de Paris. Pour commencer cet échange, il est sûrement utile de rappeler à nos auditeurs le contexte qui, à l'époque, a amené votre ministère à proposer la loi dite Sapin II. Vous avez très bien décrit... En commençant, le contexte de la loi Sapin, qu'on ne peut pas appeler 1, puisqu'il n'y avait pas encore de 2, qui était principalement, avant tout, de lutter contre la corruption en France, sur le territoire français, de responsables publics français, dans un contexte qui était le contexte des affaires politico-financières liées à l'absence de financement des partis et des campagnes. La Sapin 2, elle avait comme objectif principal certes de renforcer les outils de lutte contre la corruption, y compris sur le territoire français, mais de s'ouvrir à la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers à l'étranger, qui était un engagement que la France avait pris en signant une convention, la convention de l'OCDE de 1997, mais que manifestement, elle mettait mal en œuvre, ou en tous les cas, elle n'avait pas les outils pour mettre en œuvre efficacement ces engagements de 97. Et donc, le contexte dans lequel j'arrive, c'est une OCDE qui est chargée de vérifier pays par pays si on a bien appliqué la convention et qui nous fait un rapport extrêmement négatif qui se résume très simplement en France, à ce moment-là, en 2011, 2014 et jusqu'en 2018, pas une entreprise française n'avait été condamnée en France pour des faits de corruption d'agents publics étrangers à l'étranger,
au même moment, 13 d'entre elles, et pas des moindres, l'étaient aux États-Unis, avec une situation que je trouvais parfaitement anormale. Au fond, nous avions, par incapacité juridique à lutter contre la corruption nous-mêmes, délégué en quelque sorte aux Américains le travail de le faire. Et juste sur ce point, rencontrant le DOJ, le chef de l'administration, qui est une sorte de procureur général PNF avec des pouvoirs considérables, pour parler de cette question, je lui dis, mais pourquoi vous êtes si désagréable avec les entreprises françaises? J'avais mes 13, on les connaît, hein, Total, Technip, Alstom et bien d'autres. Et il me dit à la fin, You don't do the job, so I do it. Alors, on peut en sourire au départ. Je vous assure que quand vous êtes ministre de la République française et vous sortez de là, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, Sapin 2, c'était donner aux entreprises la capacité de lutter par prévention contre la corruption et redonner à la France sa place, au fond, sa fierté dans sa capacité à lutter contre ces faits de corruption. Donc la France n'était pas au niveau en matière de lutte contre la corruption par rapport à d'autres. La France n'était pas au niveau, nous disait à juste titre l'OCDE, nous comparant à d'autres pays, pas par mauvaise volonté, pas parce qu'on aurait décidé de ne pas le faire, ou pas parce que nos juges seraient particulièrement bienveillants, mais parce que nous ne disposions pas des outils juridiques nécessaires pour lutter contre quelque chose qui est très difficile, la corruption. Prouver la corruption, c'est quelque chose de très compliqué. Déjà, quand on est sur le territoire français avec nos outils d'investigation, on a énormément de mal, et souvent les juges passent par autre chose, ils passent par l'abus de biens sociaux, le recel d'abus de biens sociaux. Mais quand vous êtes à l'étranger, et quand il s'agit de disposer des informations de la part du président d'une république qui aurait peut-être éventuellement touché quelque chose, ou d'un haut responsable de l'administration, vous n'avez pas vraiment la bienveillance et la coopération des administrations. Donc, vous n'arrivez pas, dans notre système où, à juste titre, on a le culte de la preuve, on n'arrive pas à apporter la preuve. Il fallait inventer à la fois des outils de prévention, c'est le plus important, mais aussi des outils qui permettraient de lutter efficacement et de condamner nous-mêmes, s'il fallait le faire, ou en tous les cas d'apporter des punitions, si je puis dire, nous-mêmes, et de corriger nous-mêmes les entreprises qui n'auraient pas respecté ou qui auraient été confrontées à des faits de corruption. Et alors justement, après 8 ans donc de mise en œuvre de cette loi, quel bilan peut-on en faire selon vous? Alors, on en parlera, il y a sûrement des points qu'il faut améliorer dans ces dispositifs, et c'est normal qu'après 8 ans de mise en œuvre, on puisse avoir des interrogations et des volontés d'amélioration. Mais objectivement, quand je regarde, non pas mon propre jugement, parce qu'on pourrait dire, vous avez en fait, un biais, si je puis dire, mais je regarde le jugement à la fois des organisations françaises, des institutions françaises chargées de vérifier la bonne mise en œuvre du texte, et le jugement, on va dire, extérieur, le regard extérieur. Les deux regards sont des regards très positifs. Si vous me direz 8 ans, c'est beaucoup. C'est pas si tant que cela quand il s'agit d'un texte aussi important. Et les entreprises françaises, d'une manière générale, aidées par tout un tas d'organismes qui ont souhaité les conseiller et les accompagner, de quelque nature que ce soit, ont fait un bond en avant extrêmement rapide et extrêmement efficace dans la prévention de cette corruption. C'est pas moi qui dis, c'est l'AFA qui considère que vraiment le chemin qui a été fait, même s'il reste encore du chemin à faire, et même s'il y a quelques récalcitrants qu'il faut savoir contraindre, le chemin global des entreprises françaises est absolument considérable. Et puis si je regarde le regard de l'extérieur, je vous disais, en 2018, au moment de la mise en œuvre du texte, pas une entreprise française n'avait été condamnée en France, et il y en avait 13 qui avaient été poursuivies aux États-Unis. Eh bien, aujourd'hui, je n'ai plus le chiffre exact, il doit y avoir 17 mécanismes de condamnation, on appelle CJIP, je ne rentre pas dans les détails. En France, 0 entreprise qui soit aujourd'hui poursuivie aux États-Unis pour des questions de corruption et d'agents publics étrangers. 0. Donc la France a repris la main sur cet enjeu. On a repris la main, et le même Américain DOJ que je rencontrais il n'y a pas longtemps me disait « Now you do the job ». Ok, good job. Et lorsque, aujourd'hui, les entreprises, celles qui nous écoutent le savent bien, elles signent un certain nombre de contrats, dans la partie conformité, dans la conformité anticorruption, il y a « Je m'engage à respecter FCPA, les Américains, UK Burberry Act, les Anglais, Sapin 2, nous ». Et donc on est maintenant au même niveau en termes de référence à l'étranger, et tant mieux. Voilà, on a rattrapé ce retard-là. Après, il y a sûrement des choses qui peuvent aussi être améliorées.
Et donc, en fait, l'Agence française anticorruption a réalisé en 2020 et 2022 des enquêtes sur la base de questionnaires anonymes accessibles à toutes les entreprises. Et les résultats de ces enquêtes montrent que les entreprises progressent dans la compréhension et la mise en œuvre des dispositifs anticorruption. Et donc, qu'est-ce qui, selon vous, a justement le plus évolué au sein des entreprises suite à la mise en place de cette loi? Oui, vous le dites à juste titre, je le mentionnais, l'AFA elle-même étant chargée de cela, elle fait aussi des jugements globaux. Elle ne va pas simplement s'intéresser à chacune des entreprises, elle va aussi faire un jugement global qui est encourageant, d'autant plus que l'Agence française anticorruption, on la connaît principalement pour ses contrôles et éventuellement sa capacité à mordre, si je puis dire, si quelque chose ne va pas. Mais elle a toute une partie de sa mission qui est de sensibilisation, d'accompagnement, de pédagogie auprès des administrations et des entités publiques qui sont aussi soumises à ces obligations et bien sûr auprès des entreprises. Donc, elle a bien vu qu'il s'est passé quelque chose dans les entreprises. Ce qui a très bien marché, au fond, c'est que toutes les entreprises ont mis maintenant en place des directions de la conformité, la compliance, quand elles sont très grandes, avec plusieurs aspects de cette conformité, que ce soit la protection des données personnelles, la lutte anticorruption. Et évidemment, quand vous êtes une institution financière, vous avez toute une forme de toute la conformité bancaire, si je puis dire. Donc, tout cela. Je donne beaucoup de cours et je vois beaucoup d'élèves qui me disent, mais grâce à vous, j'ai trouvé du travail avant même d'être sorti de tel ou tel master de formation. Parce que, bon, c'est des coûts aussi supplémentaires, mais on voit bien que les entreprises ont fait ce choix de dire oui, ça va peut-être nous coûter plus cher, mais il faut le faire. Parce que, et c'est une des caractéristiques d'ailleurs de l'ambiance dans laquelle la loi Sapin 2 a été discutée, les entreprises françaises étaient demandeuses. Elles étaient demandeuses parce que cette mauvaise image de la législation française, du socle législatif français, cette mauvaise image en termes de capacité efficace de lutter contre la corruption, retombaient sur elles-mêmes. Et certaines perdaient des marchés, ou en tout cas étaient défavorisées par rapport à leurs concurrents. Donc, les entreprises le souhaitaient. Après, elles ne veulent pas que ce soit trop compliqué, qu'il y ait trop de contraintes. Mais sur le fond même, en fait, elles étaient demandeuses. Et donc, c'est ça qui a bien marché. C'est ça qui fait que les entreprises ont joué vraiment le jeu globalement, même si, je le répète, il y a encore des points sur lesquels des améliorations sont nécessaires. Et justement, toujours sur la base des données qui ont été diffusées par l'AFA en 2022, près de 50% des entreprises s'estiment faiblement exposées au risque de corruption et seulement 6% fortement exposées. Pensez-vous que cette perception de la part des acteurs économiques est juste? N'est-on pas encore un peu dans le déni ou dans la méconnaissance? C'est la caractéristique, à chaque fois qu'on est en contact avec une entreprise sur ces sujets. Elle répond en disant: «Mais moi, je ne suis pas corrompu, je ne suis pas corrupteur, je n'ai pas de problème de corruption. Pourquoi est-ce qu'on m'embête avec des questions de corruption?» Eh ben, on embête parce que c'est pas parce que ça ne s'est pas passé jusqu'à présent que vous êtes à l'abri du fait que ça se passe. Et donc, la question, c'est de de comprendre profondément la notion de risque. Elles le savent, les entreprises. Il y a plein de domaines où elles comprennent la notion de risque. D'ailleurs, elles prennent des risques, et si elles ne prenaient pas ces risques, elles ne se développeraient pas, elles ne conquéreraient pas tel ou tel marché. Là, il faut que chacun comprenne que non, vous n'en avez pas encore eu, non, mais il y a des risques. Et puis si jusque-là, ça allait bien parce que vous ne vendiez que, je ne sais pas quoi, en France et en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas, mais tout d'un coup, vous avez un grand marché qui s'ouvre. Alors, on va dire en Chine, mais ça peut être aussi au Kazakhstan ou en Afrique. Là, les risques ne sont pas du tout de même nature. Donc, il faut avoir cette culture en profondeur. Ce n'est pas parce que ça n'est pas arrivé que ça ne pourrait pas arriver demain. Et donc, c'est cette culture de la prévention Et de la préparation. et de la préparation. Alors voilà, ça c'est quelque chose qui progresse parce qu'il y a des obligations, mais aussi parce que les entreprises ont bien compris, et puis même, mais plus général, même les plus petites entreprises. Il y a un phénomène aujourd'hui qui est très intéressant, qui est que les très grandes entreprises sont soumises à des obligations d'interrogation sur les tiers. Mais les tiers, c'est qui? Les tiers, c'est des plus petites entreprises qui sont soit des clientes, soit des fournisseurs. Et donc, la grande entreprise va demander aux petits clients et aux petits fournisseurs, enfin petits, de bien vouloir démontrer qu'eux-mêmes font quelque chose pour lutter contre la corruption. Donc, on voit bien, il y a ce que j'appelle souvent un ruissellement des grandes vers les plus petites, qui aujourd'hui est très visible, y compris dans les métiers qui peuvent être les nôtres, très visible. Vous voyez des petites entreprises qui se disent: «Je vais peut-être dépasser les seuils, donc je me prépare dès maintenant», ou bien sinon, si je ne fais pas quelque chose, je vais perdre Un marché. un marché, je vais perdre un partenaire. Donc voilà, cette culture est vraiment en train de Donc s'étendre. on diffuse les bonnes pratiques et on Il invite tout le monde à les mettre en place absolument, dans un absolument. cercle vertueux.
c'est un cercle vertueux. Alors après, il Il y a faut encore pas du être travail. naïf. Après, il faut pas être il y a non seulement du travail, mais après, vous savez, c'est comme le vélo, la lutte contre la corruption. Si vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Donc, il faut toujours pédaler. Alors, c'est pas toujours simple, mais il faut tout le temps pédaler dans la lutte contre la corruption. Alors, on a quand même le sentiment que ce qui fait évoluer les pratiques au sein des entreprises en matière de lutte contre la corruption, notamment, c'est plutôt la peur des sanctions, parfois qu'une véritable prise de conscience de la part des dirigeants. Donc, en clair, la peur du gendarme est plus souvent efficace que la carotte. Alors, à ce propos, l'AFA n'a jamais encore prononcé de sanctions à l'égard d'une entreprise, mais sa nouvelle présidente, Isabelle Gégouzeau, a récemment affirmé que le travail pédagogique de l'AFA a été amplement mené auprès des grandes entreprises et que l'agence peut maintenant faire usage de ce pouvoir de sanction. Donc les entreprises sont prévenues. Et dans ce même entretien, Isabelle Gégouzeau, toujours, estimait que, je cite, la corruption est un sujet dont le débat politique doit s'emparer avec détermination et sérénité parce qu'elle entraîne une rupture profonde de l'égalité entre les citoyens. Elle participe de la perte de confiance dans l'action publique et, à moyen terme, de la perte de confiance dans la démocratie. Constatez-vous, Michel Sapin, qu'effectivement, le sujet de la corruption n'est toujours pas suffisamment abordé dans le débat public, ou peut-être pas sous l'angle qu'il faudrait? Je le disais, la lutte contre la corruption, c'est comme le vélo, il faut tout le temps pédaler. Que ce soit dans les entreprises ou que ce soit aussi dans les décisions, les discours, les postures des responsables, des gouvernants. Bien sûr, la peur du gendarme, ça joue. Bien sûr, la conscience de la part des entreprises des risques qu'elles prendraient en termes de marché ou de sanctions, ça compte. Mais, et je l'ai bien vécu parce qu'il y a il y a deux, enfin, ça la première, entre les deux, il y a quand même une vingtaine d'années, les moments où la parole publique, en particulier la parole des responsables, y compris les plus hauts responsables, faiblit sur le sujet, non pas qu'ils disent qu'ils sont pour, hein, mais faiblit, c'est souvent à ce moment-là, d'abord dans l'État et dans l'administration, un certain relâchement, puis ensuite, un peu par contagion, dans les entreprises. Donc, moi, je souhaite vraiment que périodiquement, on dise que la bataille pour la conquête de marché, c'est absolument indispensable, la relocalisation sur notre territoire, enfin tout un discours de production est absolument indispensable, je le partage, et qu'en même temps, dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas séparer la capacité productive, j'allais dire la compétitivité et l'éthique. Et que sur le sujet de la corruption, comme peut-être sur d'autres, ça devient un élément de compétitivité pour l'entreprise. Il faut le dire fortement et ne pas avoir l'air d'être bienveillant avec mais dans quelques domaines que ce soit, et en particulier quand des responsables politiques peuvent être confrontés à des questionnements, y compris devant des tribunaux de cette nature, il faut être intransigeant. Alors, parmi les nombreuses avancées apportées par la loi Sapin 2 figure notamment la protection des lanceurs d'alerte, ceci afin de faciliter la révélation des faits de corruption supposés. Alors, la loi Wesermann de mars 2022, qui transpose en droit français la directive européenne relative à la protection des lanceurs d'alerte, renforce encore cette protection. Pensez-vous, Michel Sapin, que les dispositions actuelles sont maintenant suffisantes pour inciter les personnes ayant connaissance de faits de corruption à les révéler? Ou sinon, que faudrait-il envisager de plus? Alors je pense d'abord que le texte récent, la loi Wassermann, comme on dit, qui est une transcription d'une directive, a une qualité essentielle, c'est que c'est justement la transcription d'une directive. Ce qui ne veut pas dire qu'elle a apporté beaucoup par rapport au droit en France, modifié quelques petits aspects, mais dans la loi Sapin 2, on avait mis en place le dispositif, mais ça veut dire que tout le monde dans l'Union européenne se voit soumis aux mêmes obligations incidentes. Je souhaiterais qu'il en soit ainsi sur tous les éléments de la lutte contre la corruption. Et donc, j'appelle de mes voeux une directive européenne sur la lutte contre la corruption, comme il y a pu y en avoir dans certains secteurs un peu précis, comme celui-ci, ou comme plus globalement, des directives sur, par exemple, les concessions, les délégations de services publics devenues concessions, enfin, bref, que tout le monde soit soumis à peu près aux mêmes obligations. Aujourd'hui, je pense que le dispositif, est suffisamment complet et au fond, je souhaite qu'on ne bouge pas tout le temps parce que ça aussi, c'est une maladie française, c'est de toujours vouloir bouger la législation avant que même que la précédente ne soit, totalement appliquée ou en tout cas comprise dans sa mise en œuvre. La question fondamentale qui est posée par le dispositif, c'est: est-ce qu'on incite, le lanceur d'alerte, souvent, collaborateur dans l'entreprise, mais maintenant peut être aussi un partenaire extérieur à l'entreprise, à passer par ce qu'on appelle souvent le canal interne, c'est-à-dire en s'adressant à l'entreprise elle-même, même si c'est traité de manière indépendante par rapport à l'entreprise, ou le Via un des canal 8 externe, piliers de votre voilà, loi. ou bien vers le canal externe, c'est-à-dire d'aller directement vers une institution
avant même, bien sûr, ce qu'on appelle la divulgation, c'est-à-dire d'aller en parler dans un journal ou dans une radio ou donner des informations à l'extérieur. Moi, je dis souvent, les entreprises ont intérêt à être tellement bonnes sur cette question, donner tellement confiance dans leur dispositif, que leurs salariés ou leurs partenaires viennent d'abord s'adresser à elles plutôt que de s'adresser à l'extérieur. Parce Donc que dès que vous êtes privilégier le canal interne. oui, mais pour le privilégier avant, dans la loi Sapin, c'était d'abord ça, puis ensuite on pouvait fallait prouver que le canal interne n'avait pas fonctionné pour pouvoir. Là, vous avez le choix entre les deux. Donc, je pense que c'est vraiment l'intérêt des entreprises d'être précises, d'être rassurantes, de montrer toutes les protections qui peuvent exister dans les faits, parce que quand vous avez une protection dans la loi, vous dites très bien, je suis protégé, bon, mais après, et mon adresse mail, est-ce qu'elle va pas être connue, est-ce que si, cela, enfin, et à la fin, est-ce que je vais pas en faire les frais, En et puis subir donc, les je préfère conséquences. me taire. Bon, voilà. Donc, mais c'est l'intérêt des entreprises, parce que plus ça remonte comme information à l'intérieur, plus vous pouvez le traiter, non pas pour l'éteindre, non pas pour que ce ne soit pour calmer, si je puis dire, non, mais pour traiter à la racine le problème, s'il y a un problème. Et puis si c'est juste un règlement de compte, eh bien qu'on puisse savoir que c'est juste un règlement de compte et le traiter comme tel. Donc il y a une ONG, il existe une ONG, donc Transparency International, qui depuis 1995 publie chaque année un indice de perception de la corruption, classant les pays selon le degré de corruption perçue. En 2010, sur 178 pays, la France était classée 25e, puis 23e en 2016, 21e en 2022, un chiffre en légère amélioration qui nous classe devant les États-Unis ou l'Espagne, juste derrière l'Allemagne ou le Canada, mais encore loin de la Finlande, du Danemark et de la Nouvelle-Zélande. Alors, quelle doit être l'ambition de la France en la matière? Le problème des classements, c'est que quand vous progressez même d'une seule place, ça veut dire qu'il y en a un qui régresse. Donc, les places sont chères, si je puis dire, surtout dans ce type de palmarès. Donc, la France est plutôt bien placée, même si, oui, on peut regarder d'autres à côté de nous, où le jugement porté, c'est la perception, hein, le jugement porté par l'opinion, mais aussi par les entreprises, est plus positif encore que celui de la France. Mais on a progressé, tant mieux, et j'espère que nous continuerons à progresser. Je rends hommage d'ailleurs à l'ONG Transparency International, parce que son classement est contestable au sens critiquable en termes, j'allais dire, Enfin, ils utilisent une pratiques, méthodologie qui est celle etc., qu'elle est. méthodologique, mais c'est le classement, et la plupart des entreprises, on le voit d'ailleurs dans leurs documents d'analyse de risque, elle publie la carte faite par l'ONG qui va du rouge tellement foncé qu'on est quasiment dans le noir jusqu'à un jaune très clair. Justement, vous avez parlé de la Finlande, du Danemark ou de la Nouvelle-Zélande. On est dans un jaune un tout petit peu plus accentué. Donc, je ne dirais pas qu'il faut se fixer d'être le premier, d'autant plus que dans l'opinion, puisqu'il y a des opinions, des sondages d'opinion en France, la question de la corruption administrative ou du monde politique, détachée sur la question de la corruption dans le fonctionnement économique d'une société. Et donc, il suffit, tout à fait au hasard, qu'un ancien président se retrouve devant des juges sur des questions de dépassement, de financement, des règles de financement de sa campagne, pour qu'immédiatement, dans l'opinion, ça veut dire, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, qu'il a mis de l'argent dans sa poche. Bon, voilà. Donc, on est encore très, en France, avec cet esprit, malheureusement, moi qui ai commencé à 28 ans et terminé à 65 ans dans le monde politique, le tous pourri est quelque chose qui marque encore l'opinion, moi, que je trouve absolument déplorable, parce que ça n'est pas exact, même s'il y a évidemment, là aussi, des gens qui méritent d'être très durement poursuivis et condamnés. Donc voilà, c'est bien, déjà on progresse bien, voilà, continuons avec le même effort, quand on sera passé à 18e ou 17e, ce sera encore mieux. Alors, l'Observatoire de l'éthique publique est un laboratoire d'idées et d'actions qui fédère des chercheurs et des parlementaires voulant contribuer au progrès de la transparence et de la déontologie, a publié en septembre 2023 un livre blanc intitulé Pour une loi Sapin 3. Par ailleurs, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a indiqué sur le réseau social X, ex-Twitter, le 9 décembre dernier, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption organisée par l'ONU, que des nouvelles mesures seront annoncées début 2024. Alors, est-ce à dire que les dispositions de la loi Sapin 2 ne seraient plus suffisantes aujourd'hui? Tout peut être amélioré. Il n'y a pas un texte veau d'or auquel on n'aurait pas le droit de toucher sous prétexte qu'il s'appellerait sapin. Donc, toutes les améliorations sont bienvenues. Ma posture, c'est pas de bouleversement, mais des améliorations. Pas de bouleversement, pourquoi? Parce que l'esprit français aussi, souvent,
Ah, allez, on va aller bouger le système institutionnel, ce qui appartenait à l'un, par exemple l'AFA, on va le donner à l'autre, par exemple la Haute Autorité pour la Transparence. Je cite pas cela au hasard, c'était une proposition de loi. Et immédiatement, ça a été perçu à l'extérieur comme un bouleversement qui risquait d'être un recul de la France. Donc, il ne faut pas bouleverser. Mais il y a des petites choses à améliorer. Je ne vais pas rentrer dans les détails des petites choses à améliorer sur des questions de filiales, dont on cumule les effectifs et les chiffres d'affaires ou pas, en fonction du fait que la maison mère est française ou étrangère. Enfin, bon, il y a des choses de cette nature. Il y a des questions aussi très importantes de parallélisme, et parfois parallèles qui se rencontrent, si je puis dire, entre les procédures de poursuite de la personne morale, de l'entreprise, la CGIP, et les procédures de poursuite des personnes physiques, les responsables dans l'entreprise, ce qu'on appelle la CRPC. Pas tout à fait les mêmes mécanismes. Et malgré tout, l'entreprise, elle parle pas toute seule. Elle parle par la voix de ceux qui s'expriment, et en particulier par la voix de ses dirigeants. Donc, il peut y avoir des difficultés de cette nature qui méritent que soit on modifie la loi, soit on modifie la pratique pour permettre que les entreprises soient non pas rassurées en tant que telles, mais comprennent comment ça fonctionne et au bout soient incités les uns et les autres à régler les problèmes en amont plutôt que d'attendre qu'un policier débarque chez eux, perquisitionne partout, ce qui est toujours très, très désagréable. Donc, des améliorations, oui, mais pas de bouleversement. Et j'entendais Bruno Le Maire, le citiez aussi, qui disait qu'il voulait faire des annonces. Très bien, on regardera lorsqu'elles sont faites. Le plus important, c'est qu'ils disent que pour lui, la lutte contre la corruption, c'est un élément fondamental du comportement des agents économiques français. Et qu'il le rappelle. C'est ce que je disais. Tout responsable politique doit rappeler continuellement les obligations qui sont celles des administrations comme des entreprises dans ce domaine. Alors, parmi les idées qui circulent pour une loi Sapin 3, il y avait l'idée peut-être d'un abaissement des seuils pour intégrer les ETI et des sociétés un petit peu plus petites que celles qui sont concernées jusqu'à présent. Il y avait aussi des sujets autour des agents publics. Vous pensez effectivement que ce sont quand même des éléments qu'il faut considérer. Vous parliez de ruissellement tout à l'heure en disant que les grandes entreprises avaient incité celles plus petites à rentrer dans le dispositif et à se poser les bonnes questions. Mais est-ce que du coup, abaisser les seuils serait, selon vous, un élément pertinent pour aller plus loin et... Dès qu'on met un seuil, et on en met souvent dans nos mécanismes fiscaux, d'incitation économique, etc., ou d'obligation, le débat est est-ce que c'est trop haut, trop bas, est-ce qu'il faut. Bien. Là, on a pris la définition qui était la différence entre grandes entreprises et moyennes entreprises, qui est la définition européenne, parce qu'on la retrouve sur d'autres critères européens. Je trouve que là aussi, plus on peut unifier ce genre de seuil, et mieux c'est, pour pas tout d'un coup créer des mécanismes extrêmement lourds pour des entreprises qui seraient plus petites. Moi, je crois beaucoup à cette question du ruissellement. Parce que je pense qu'on ne peut pas demander autant à une entreprise de 50 salariés, qui est pas complètement, enfin, qui est pas très, très, très présente à l'extérieur, mais qui va travailler avec quelqu'un qui est très présent à l'extérieur. On ne peut pas lui demander autant que ce qu'on demande à la grande entreprise. Alors, s'il faudrait abaisser les seuils, mais alors ensuite, je vais dire abaisser les obligations, non. Moi, je crois beaucoup plus, et je le vois aujourd'hui, ben, si vous ne faites pas quelque chose, ben, vous ne serez plus mon client, vous ne serez plus mon fournisseur, et il y en aura d'autres sur le marché. Ça, c'est une incitation qui est très forte. Alors, s'agissant des administrations, puisque c'est au fond le monde public, collectivités territoriales, établissements publics et même grandes administrations, l'AFA le dit assez souvent, et je partage cette idée, comme elles n'ont pas les mêmes obligations que dans le monde économique, en particulier, il n'y a pas l'obligation de mettre en place des plans de prévention. Ça peut s'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de contrôles. Il y a les chambres régionales des comptes, il y a le contrôle a priori fait par les préfets, plus l'AFA qui peut aussi quand même venir et faire des rapports. Bon, donc elles n'ont pas les mêmes obligations, et donc parfois on dit: «Mais c'est pas normal, il faudrait qu'elles aient exactement les mêmes obligations». Certaines d'ailleurs mettent en place d'elles-mêmes des plans de prévention qui ressemblent énormément aux dispositions applicables, si je puis dire, aux entreprises. Et ce que constate l'AFA, c'est que voilà, toujours l'histoire du vélo. Ça pédale un peu moins vite, un peu moins fort dans le monde administratif, comme si on était au fond à l'abri de tout cela. Je pense qu'il faut qu'ils repédalent un peu plus fort et que cette prise de conscience, soit meilleure. Est-ce qu'il y a besoin de changer, là encore, la réglementation? Moi, je suis pas du tout un obsédé, de la réglementation et du changement de la réglementation. Mais le monde administratif et le monde, des collectivités territoriales, doit vraiment, à tous les niveaux, non seulement prendre conscience, mais agir
avec des mécanismes de vérification, de formation, des mécanismes comptables aussi qui leur permettent de voir les remontées anormales, des rappels sur les cadeaux, les invitations, enfin des choses de cette nature qui sont indispensables au bon fonctionnement et des administrations d'un côté et de leurs partenaires lorsque ce sont des entreprises de Et l'autre. qui ont démontré leur Qui efficacité ont démontré leur efficacité. au niveau des Et, entreprises. et pour beaucoup de collectivités territoriales, ça peut être vrai pour l'État, c'est aussi une marque de fabrique, c'est aussi une histoire d'image. C'est ce que vous devez aussi à vos électeurs, à vos citoyens, de démontrer que, quels que soient leurs soupçons, quelle que soit l'image, on fait des choses et que s'il y a un problème, on le règle et on le règle clairement sans chercher le moins du monde à étouffer l'affaire. Alors, si on se positionne au niveau européen, donc la Commission a publié le 3 mai 2023 une proposition de directive de lutte contre la corruption, modifiant une directive de 2017. L'objectif premier du texte est d'harmoniser les disparités existantes entre les législations des États membres en définissant notamment des obligations minimales. Alors, pensez-vous qu'une prise en main de ces sujets par l'Europe est souhaitable, avec peut-être un jour la création d'un équivalent européen de l'AFA, ou ces sujets doivent-ils rester de la compétence de chaque État membre? Alors je pense vraiment que la seule vraie étape supplémentaire par rapport à une loi Sapin 2, c'est pas une Sapin 3 française, c'est une Sapin 3 européenne, pour le dire autrement. C'est une directive européenne. Je le crois profondément. Pour tout un tas de raisons. D'abord, pour faciliter la vie des entreprises. Vous êtes en Europe, vous travaillez sur l'ensemble de l'Union européenne, vous êtes face à un nombre de législations et d'obligations. Alors, elles ne sont pas très, très différentes de celles que nous connaissons. Souvent, quand les entreprises m'interrogent, je leur dis: «Faites partout comme vous y oblige la loi Sapin 2, vous serez tranquille, vous aurez respecté absolument toutes les autres obligations parce que, grosso modo, on est au maximum, hein, des dispositifs, des références dans ce domaine. Mais ça complique. Vous avez des filiales, vous avez une filiale roumaine et puis vous avez une filiale allemande, puis vous avez une filiale italienne. Elles sont soumises à l'obligation de la loi Sapin parce qu'elles sont filiales, mais elles sont aussi soumises aux obligations de chacun des pays. Bon, voilà, ça complique véritablement les choses. Donc, pour les entreprises, je pense que ce serait une bonne solution. Et puis parce que je pense que pour l'Europe aussi, c'est quelque chose d'important que de montrer aussi sa capacité à lutter contre cette corruption. Ce que je constate, c'est que ça n'avance pas. Autant on avance sur d'autres directives, on en parlera peut-être, dans le domaine du devoir de vigilance, autant sur celle-là, ça n'avance pas. Et c'est dû à quoi, cette immobilité? Alors c'est du principe. Alors Cet comme vous le savez, une immobilisme? directive, il faut l'unanimité. Donc directive, c'est pas une obligation, c'est les États qui se mettent ensemble et qui disent: «Tiens, ça serait bien si ensemble on avait le même objectif». C'est pas on avait les mêmes outils, mais on avait le même objectif. C'est tout à fait la différence, comme vous le savez, par rapport au règlement, qui est une sorte de loi qui s'impose à chacun des pays, sans qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit dans la législation de chacun des pays. Donc il faut l'unanimité. L'unanimité dans ce domaine, c'est pas facile à avoir. Je peux dire des noms, hein, je sais pas, mais la Hongrie, la Roumanie ou la Bulgarie, peut-être parce qu'il y a moins longtemps qu'elles sont dans les dispositifs de transparence, peut-être parce qu'il y a aussi des questions qui touchent au fonctionnement de l'institution judiciaire et à son indépendance, ne sont pas très, 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 très enclins à y aller. Certaines, peut-être, n'ont pas encore, ce qui est une obligation de l'OCDE, mais tous les pays ne sont pas membres de l'OCDE, de définition du délit de corruption d'agents publics étrangers à l'étranger. Peut-être que tous ceux qui nous écoutent ne savent pas que ça a été introduit en France en 2000, le délit de corruption d'agents publics étrangers à l'étranger. En 2000 seulement. Alors, quand je parle à mes étudiants qui sont tous nés en 2000 ou un peu après, ils trouvent que c'est très ancien, mais quand vous regardez à l'aune, juste en 2000. Ce qui veut dire quoi? C'est que jusqu'en 2000, il n'était interdit de corrompre en France, etc., mais partout, depuis dans son propre pays. Vous lisez du Démosthène ou vous lisez du Cicéron et vous voyez bien que c'est pas bien de corrompre ses propres fonctionnaires. Mais ceux des autres, non seulement c'était pas interdit, mais c'était parfois même encouragé. Et donc, nous-mêmes, faut pas non plus donner des leçons comme ça à tout le monde. Il y a 20 ans, c'était possible. Et il y avait même un bureau à Bercy qui s'occupait de ça, que Bercy, on appelait le bureau des becs chiches, et que les entreprises appelaient le confessionnal. Et d'où on sortait en ayant blanchi, au sens propre du terme, avec un tampon, le coup de l'huile dans les rouages, comme on disait. Parce que c'était l'intérêt de la France, parce que c'était l'influence de la France. Bon, vous voyez, donc nous, on n'a pas... Oui, c'était une autre époque, mais elle n'est pas si loin que ça. Et donc, je peux comprendre que certains pays aient aujourd'hui du mal. Il n'empêche,
C'est leur intérêt. Et d'ailleurs, ils y sont engagés parce que dans les valeurs auxquelles on s'engage, qu'on veut respecter quand on adhère à l'Union européenne, il y a des valeurs de cette nature-là. Mais il ne faut pas y rentrer par le biais des valeurs, il faut y rentrer par le biais des mécanismes comme ceux des directives. Donc j'appelle vraiment de mes voeux cette directive, même si je vois bien que c'est assez difficile pour la Commission d'avancer. Et finalement, Michel Sapin, si vous deviez refaire votre loi en vous replaçant dans le contexte de l'époque, la feriez-vous différemment ou adopteriez-vous les principes? Vous nous disiez tout à l'heure qu'on était déjà sur un niveau d'exigence très élevé, donc Moi, je pense qu'on a inventé beaucoup de choses dans ce texte. Donc, on peut parler ici, parce que c'est normal, les entreprises, elles cherchent à éviter les difficultés avec la justice. Mais aujourd'hui, quand vous avez une difficulté avec la justice dans ce domaine-là, vous pouvez utiliser la convention judiciaire d'intérêt public, c'est-à-dire la capacité de négocier avec le parquet ou même avec le juge d'instruction. Si un juge d'instruction est saisi, les faits, le contexte, et à partir de là, le montant des amendes et les conséquences que ça peut avoir et pour c'est plus facile de l'entreprise. discuter avec la justice française qu'avec une justice Eh ben, il vaut mieux étrangère, hein. discuter ça là, je vous le garantis. Et certains ont démontré que voilà, c'était plus agréable, si je puis dire, ou moins désagréable avec la justice française qu'avec la justice américaine. Lisez ce livre sur Alstom et vous comprendrez ce Je que me subit souviens, ce ce directeur d'une collaborateur, oui, filiale, directeur d'une filiale, et en plus par ailleurs qui a été emprisonné, lâché complètement par sa hiérarchie. tout à fait. Donc, euh, c'est vraiment, je pense que on a inventé des choses. Et la CGIP, elle n'est pas arrivée comme ça naturellement, hein. C'était très difficile de le faire adopter. Parce que le monde judiciaire, il était contre. La garde des Sceaux, qui était pourtant une progressiste, hein, à l'époque, elle n'en voulait pas. J'ai été battu dans les arbitrages intergouvernementaux au sein du gouvernement. Le Premier ministre Valls m'a dit ben non, on ne va pas le faire. Bon, j'ai été voir le président, il m'a dit Michel, tu fais comme tu veux. J'ai fait comme je voulais. Et il y a eu un superbe amendement parlementaire porté par la majorité parlementaire, que je qualifiais d'origine gouvernementale. Je ne changeais pas un mot, pas une virgule. Il était merveilleusement bien écrit, cet amendement, et qui a permis de réintroduire la CGIP, qui aujourd'hui est perçue comme une modernisation et surtout une efficacité. Parce que les entreprises, elles rendent des comptes maintenant à la justice française plutôt que de les rendre à d'autres. Donc voilà, donc je pense que je ne suis pas sûr qu'on était capable de faire beaucoup plus. Alors après, sur tel point ou tel autre, des Dans le détail, améliorations dans le détail, peut-être, évidemment, et mais tant mieux. dans Et la puis globalité, c'est ça la vie d'un texte, et il doit pouvoir bouger, mais pas trop. Parce que les entreprises, elles mettent du temps à mettre en place les dispositifs. Une fois qu'ils sont là, c'est peut-être pas la peine de, là aussi, compliquer la vie des entreprises en les changeant tout le temps. écoutez, merci Michel Sapin. Notre entretien se termine. Nous sommes encore en période de vœux. Donc, quels sont ceux que vous souhaiteriez formuler pour 2024 dans le domaine de la lutte anticorruption? Cette conscience que c'est un sujet toujours d'actualité. Que la corruption, elle n'existe pas seulement quand il y a une affaire de corruption dont on parle à la télévision et à la radio. Qu'elle n'existe pas simplement chez les autres. Et que même quand elle existe chez les autres, c'est épouvantablement destructeur, parce que souvent, ce sont des sociétés très fragiles, socialement fragiles, économiquement fragiles, politiquement fragiles, en termes de sécurité fragile. Je prends l'Afrique, par exemple. Et donc, que c'est vraiment un engagement fondamental pour tout acteur économique que d'être partenaire de cette lutte contre la corruption et partenaire actif de cette lutte contre la corruption. Et la lutte contre la corruption, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas le seul sujet qui est l'affaire de tous, mais là, c'est vraiment l'affaire de tous. Donc, je souhaite que chacun comprenne bien, et dans la durée, que lutter contre la corruption, c'est l'affaire de tous. Un grand merci, Michel Sapin, d'être Merci à vous. venu à notre micro. Donc, nous l'avons bien compris, les choses ont beaucoup évolué depuis la première loi Sapin en 1993 et la France s'est entre-temps dotée d'outils qui lui donnent des moyens juridiques permettant de combattre la corruption et d'améliorer l'image de la France. Comme l'ont reconnu les autorités américaines, la France s'est mise au niveau des législations les plus exigeantes. Maintenant, c'est à l'Europe de reprendre le sujet. Poursuivons cette émission avec notre tour d'horizon de l'actualité de la gouvernance. Commençons par la transposition de la directive CSRD en droit français. Effectivement, la directive CSRD du 14 décembre 2022 est entrée en vigueur le 1er janvier dernier pour une première catégorie d'entreprises, c'est-à-dire les entreprises d'intérêt public ayant plus de 500 salariés et dépassant l'un des deux seuils suivants, 20 millions d'euros de bilan ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il s'agit de celles déjà soumises à la déclaration de performance extra-financière. L'année prochaine, en 2025, y seront soumises les grandes entreprises, cotées ou non, dépassant deux des trois seuils suivants, toujours 20 millions d'euros de bilan ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires,
250 salariés. Et ce n'est pas fini. En 2026 et en 2027, d'autres catégories d'entreprises entreront dans ce champ d'application. Mais en décembre dernier, les seuils de bilan et de chiffre d'affaires servant à définir les catégories d'entreprises ont été relevés. Oui, ils ont été rehaussés d'environ 25% pour tenir compte de l'inflation. Ils passent en particulier à 25 millions d'euros de bilan et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les EIP, entreprises d'intérêt public, les seuils de salariés n'étant pas modifiés, 500 pour la première tranche. Et qu'en est-il en France ? Il est regrettable que le décret français du 30 décembre 2023, qui introduit les seuils européens, n'ait pas tenu compte de leur relèvement, car des sociétés soumises aux seuils initiaux vont théoriquement être tenues de commencer à mettre en œuvre la directive, alors qu'elles vont bénéficier in fine d'un délai supplémentaire. Il faut attendre un décret modificatif qui sera publié avant le 24 décembre 2024. Pour autant, les entreprises connaissent déjà les nouveaux seuils qui figurent dans la directive déléguée. Continuons ce tour d'actualité avec le projet de directive vigilance dite CS3D. Où en est-on, Jean-Jacques ? Le trilogue, qui est une sorte de commission mixte paritaire, peut-on dire, mais à trois, entre des représentants de la Commission, du Conseil et du Parlement européen, a trouvé un accord en décembre dernier. Il reste néanmoins à obtenir confirmation du Conseil lui-même et du Parlement. Quelles ont été les principales modifications apportées au projet initial ? Plusieurs points qui ont fait l'objet de cet accord méritent d'être notés. On citera en particulier l'exclusion, peut-être provisoire, des activités bancaires et financières du champ des obligations de la directive, ce qui était une demande de la France, la suppression de l'article 25 sur le devoir de sollicitude des administrateurs qui risquait de faire peser sur eux une responsabilité personnelle très imprécise et donc très large. Également la suppression de l'article 26 sur le devoir du Conseil de veiller à la bonne mise en œuvre de l'ensemble des obligations de la directive qui risquait de se traduire par une responsabilité collective également très large. Une question que les entreprises françaises vont forcément se poser: est-ce que la directive imposera à la France une profonde réforme de son système actuel de vigilance ? Alors ma réponse est oui et non. Je m'explique. Le champ d'application sera notablement élargi. Actuellement, la loi française Vigilance de 2017 ne s'applique qu'aux entreprises de plus de 5 000 salariés en France ou de plus de 10 000 salariés en France et dans le monde. Demain, la directive s'appliquera aux sociétés et sociétés mères de plus de 500 salariés seulement, réalisant plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou de plus de 250 salariés seulement, et plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires si au moins 20 millions d'euros sont réalisés dans des secteurs dits sensibles, comme par exemple le textile, les matières premières agricoles, les ressources minérales, etc. Et au-delà de ces seuils ? Pour l'essentiel, même si les solutions techniques ne sont pas toujours les mêmes, la directive s'inspire de la loi française de 2017. Il faut d'ailleurs noter que la France était pionnière dans ce domaine et que seule l'Allemagne a adopté une législation comparable. Notons cependant que la directive impose aux États membres de désigner une autorité de contrôle chargée de vérifier si les entreprises respectent leurs obligations, autorité qui devra être pourvue du pouvoir de lancer des inspections et des enquêtes et d'imposer des sanctions aux entreprises, en particulier des amendes pouvant aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires net mondial. Elle prévoit également que les sociétés concernées seront responsables du non-respect de leurs obligations et que les victimes auront droit à indemnisation. Enfin, que les États membres pourront également prévoir que le respect des obligations de vigilance pourra conditionner l'attribution de contrats publics et de concessions. Donc, si les très grandes entreprises françaises ont pris de l'avance sur le sujet, d'autres plus petites vont aussi devoir s'y préparer. Mais en France, Jean-Jacques, est-ce que cette loi sur le devoir de vigilance, qui date de 2017, a eu des conséquences en matière judiciaire ? Oui, effectivement, il a fallu quelques années, mais les juridictions françaises ont déjà été plusieurs fois saisies de la mise en œuvre de cette loi, en particulier l'année dernière. 2 décisions, rendues en février et juillet 2023, ont déclaré irrecevables des actions en injonction contre Total Énergie pour de pures raisons de procédure, donc nous n'en parlerons pas ici. Mais une décision du tribunal judiciaire de Paris de décembre 2023, rendue à l'initiative du syndicat Sud PTT contre La Poste, a pris en compte la demande qui lui était faite. Pour l'essentiel, le demandeur, le syndicat, reprochait à la société, La Poste, d'avoir manqué à son devoir de vigilance en ce qui concerne les risques en matière de droits humains du fait
était-il soutenu, de l'emploi dans ses filiales de travailleurs sans papier et de conditions de travail anormales. Le syndicat demandait en particulier que la société soit enjointe de procéder à un certain nombre de modifications précises et notamment d'intégrer la liste des sous-traitants et des fournisseurs dans le plan de vigilance pour la rendre publique et d'insérer dans les contrats de sous-traitance une clause systématique de résiliation de plein droit en cas de recours au travail dissimulé. Et quelle décision le tribunal a-t-il rendue? Une décision qui, de mon point de vue, est équilibrée, puisqu'il a reconnu que la cartographie des risques était imparfaite et devait être complétée, car, pour l'essentiel, elle en était restée, je cite, à un très haut niveau de généralité et n'était donc pas suffisamment adaptée aux activités particulières et diversifiées de la Poste. Mais les juges refusent d'imposer des exigences particulières dans le plan de vigilance, car ils considèrent, d'une part, que cela n'entre pas dans leur mission de juge, et d'autre part, que la cartographie doit être établie en concertation avec les parties prenantes. Enfin, le syndicat demandait que la société soit condamnée à une lourde astreinte par jour de retard. En l'espèce, le tribunal s'y est refusé, car il a constaté que la société avait fait preuve de volontarisme, car sur les 3 dernières années, elle avait sans cesse amélioré son plan. C'est une preuve de confiance pour l'avenir que fait le tribunal à l'entreprise, ce qui, de mon point de vue, doit être noté. Il s'agit donc d'une décision libérale, mais dont il ne faut sans doute pas tirer la conclusion que le tribunal fera preuve d'autant de mansuétude dans d'autres affaires. Signalons pour terminer que la Cour d'appel de Paris a décidé de créer une chambre spécialisée dédiée aux actions relatives aux devoirs de vigilance, ce qui laisse entendre que les magistrats s'attendent à un grand nombre d'actions. De la sorte, la Cour pourra établir une sorte de jurisprudence. Avant de refermer ce tour de l'actualité de la gouvernance, faisons un point rapide sur 2 publications de l'AMF. Dans son rapport sur le gouvernement d'entreprise rendu public en décembre dernier, l'AMF présente ses conclusions sur l'information publiée par 50 sociétés cotées sur le marché réglementé sur l'évaluation du Conseil. En synthèse, que faut-il retenir de ces analyses et recommandations? Parmi les principales bonnes pratiques et recommandations de l'AMF, nous pouvons retenir, me semble-t-il, les 4 suivantes. Le recours à un consultant indépendant de la société dans le cadre de l'évaluation formalisée du fonctionnement du Conseil tous les 3 ans, information à préciser dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Le renforcement de l'information sur l'évaluation du président du Conseil et ceux des comités, ainsi que sur la contribution individuelle des administrateurs au cours des 3 dernières années. Également, communiquer les résultats de la dernière évaluation du Conseil et sur les suites qui y ont été données, ou encore la nécessité d'évaluer régulièrement la politique de diversité et la matrice des compétences des administrateurs pour s'assurer de leur cohérence au regard de la stratégie d'entreprise. On voit avec ces recommandations que l'AMF hausse encore son niveau d'exigence à l'égard des conseils. Autre publication de l'autorité, tout début 2024, son plan d'action et ses priorités de supervision pour l'année. Qu'est-ce qu'il en ressort, Jean-Jacques? L'AMF a fait part de 17 actions prioritaires qui s'articulent autour de 6 axes stratégiques. Ces actions incluent, par exemple, rester un superviseur exigeant tout en contribuant aux travaux sur l'attractivité de la place financière de Paris, accompagner les émetteurs en vue de la première publication du rapport de durabilité, poursuivre son rôle de protection des épargnants, ou encore promouvoir une finance durable. Et sans être grand clair, on peut s'attendre à ce que l'autorité consacre une bonne partie de son énergie en 2024 au sujet de la CSRD et du rapport de durabilité. Ce tour d'horizon de l'actualité est maintenant terminé. Avant de refermer ce journal, quels sont vos conseils de lecture pour nos auditeurs? Je leur suggère de lire 2 publications en particulier, à savoir l'étude internationale publiée par le Board Leadership Center de KPMG est disponible sur kpmg.fr. Des membres de comités d'audit ont été interrogés sur leurs préoccupations majeures, leurs priorités en matière de gestion des risques, ainsi que leurs pratiques et modes de supervision. Ensuite, le rapport 2023 de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées dont nous venons de parler. Je compléterai vos conseils, Jean-Jacques, en recommandant à nos auditeurs de réécouter les précédentes émissions de Cap Gouvernance qui restent d'actualité. Nous vous invitons également à nous suivre sur la page LinkedIn de KPMG France et également celle de KPMG Avocat. Et bien sûr, n'hésitez pas à écouter sans modération les autres émissions diffusées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play.
Nous arrivons au terme de cette édition. Nous espérons qu'elle vous aura permis de mieux cerner les défis auxquels les conseils sont confrontés et quelles solutions peuvent y être apportées. Merci pour votre fidélité. Nous vous retrouverons avec grand plaisir le 21 mars prochain pour une nouvelle émission.